Merci, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être devant vous. Et dans Normandie Motors, il y a le mot Motors qui veut pour moi dire encore qu'il y a, en termes de motors, il y a encore un engine, il y a quelque chose de dur sur lequel on va travailler. Et ce que je sens effectivement dans l'automobile, dans toutes les discussions techniques qu'on a, c'est que pendant de nombreuses années encore, le moteur à combustion thermique, qu'il soit diesel ou essence ou autre, va occuper une part très importante dans l'automobile dans le monde. Donc effectivement, il y a d'autres technologies qui arrivent, mais on sera tout à fait obligé, pour atteindre les normes, et vous allez le voir, d'optimiser encore les différents moteurs à combustion que nous avons aujourd'hui. Donc mon speech va vous présenter un petit peu la vision de Bosch, des évolutions possibles sur les différents moteurs à combustion interne, essence et diesel, pour atteindre les objectifs de normes qui s'annoncent devant nous. Donc il y a le 95 grammes 2020 ou un peu plus, et éventuellement un 75 grammes en 2025. Dans toutes mes présentations, je vais être centré principalement sur ce qui est moteur. Je ne tiens pas compte des optimisations qu'un constructeur va pouvoir faire sur la carrosserie, sur l'allègement de poids, et sur lesquels les constructeurs travaillent. Donc dans mon périmètre, je vais rester principalement sur le moteur. On y va. Alors, en termes de normes, ça présente un petit peu l'évolution des normes à venir. Donc, aujourd'hui, Euro 5, Euro 6 d'ici la fin de l'année, 130 grammes de CO2 qui sont connus. Et on parle effectivement d'une version 95 grammes où là, la discussion ne sont pas complètement finalisées, mais que ce soit 2020, 2021, ça ne change rien aux objectifs de technologie. En complément, il y aura une évolution très importante qui va nous concerner tous, acteurs de l'automobile. C'est l'évolution vers un nouveau cycle de mesure des polluants. Donc le WLTC, à venir dans les années, pareil, 2017, 2018, ce n'est pas encore complètement figé, mais qui va apporter effectivement une nouvelle contrainte aux constructeurs et équipementiers. Une autre part importante à venir aussi, c'est le Real Drive Emission, le RDE, qui aujourd'hui, c'est un sujet qui occupe et génère, où les personnes, les politiques de Bruxelles se posent beaucoup de questions entre est-ce que les émissions actuellement réelles, mesurées sur toute voiture qui peut rouler dans la rue, et les émissions qui sont mesurées dans un cycle, est-ce qu'aujourd'hui les deux sont en adéquation ou complètement différentes? Et on sait qu'aujourd'hui, le jeu, et en fait c'était les règles jusqu'à présent, c'était optimiser principalement le cycle, et en fait c'est sur cette base-là que se font les homologations, et cette règle va un peu évoluer. Donc ce qui veut dire aussi que dans les solutions technologiques qui vont être utilisées, certaines vont gagner plus en importance et d'autres vont perdre en importance. Et ça, c'est important pour effectivement l'évolution, pour les évolutions à venir. Ce graphe présente l'ensemble des véhicules commercialisés en Europe en 2012, en CO2 et poids. Donc vous voyez une grande disparité. Donc vous avez en rouge les moteurs qui sont effectivement moteurs essence, en bleu les moteurs diesel. Alors, petit aparté parce que ça me tient à cœur, la couleur bleue est pour moi très bien choisie, parce que comme vous le savez tous dans la salle, et je vois M. Eric Lalliard qui rigole, les moteurs diesel actuels sont clean, et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi chez PSA du Blue HDI, à venir sur Euro 6. Mais c'est une autre histoire, on n'ouvrira pas le débat aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera cet après-midi, je ne sais pas, mais en tout cas, la couleur bleue est bien choisie pour le diesel. Vous avez deux autres lignes, la ligne 2015, qui représente effectivement les 130 grammes de CO2, et vous avez aujourd'hui la ligne 2020 à 95 grammes. Donc comme discuté tout à l'heure, pour l'instant une proposition, mais peu importe. Si ce n'est pas 2020, ça va être 2021, l'objectif est le même. Cet objectif, effectivement, de CO2, vous le savez tous, devra être atteint par constructeur pour l'ensemble de la flotte. Ce qui permet à certains constructeurs, ou ce qui a fait des achats stratégiques dans certains constructeurs dans le passé, pour permettre d'avoir effectivement dans leur flotte des véhicules petits, des véhicules moyens, des véhicules grands, pour qu'en moyenne, ils atteignent l'objectif.
2011, on était à 136 grammes. 2012, 132. Donc on voit l'évolution. Donc effectivement, le trend est bien en place. Par rapport à cette évolution positive, il y a aussi de temps en temps des évolutions de marché qui fait que les challenges vont être plus importants. Je pense par exemple au SUV. Donc on a un marché qui demande de plus en plus des véhicules, un petit peu les Sport Utilities Vehicles, où le poids est un peu plus important. Et donc ce qui fait qu'en termes de challenge pour la flotte, pour certains constructeurs, ça devient un peu plus compliqué. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en termes de moteur thermique, on aura encore beaucoup de challenges à relever. Alors sur la base de cette analyse, le groupe Bosch, pour effectivement avoir une discussion avec l'ensemble de nos clients constructeurs sur quels pourraient être les différents potentiels technologiques, on a défini dans chaque gamme les best in class. En fait, les best in class, donc vous prenez en termes de poids, vous avez la ligne rouge qui est l'ensemble des points qui sont en termes de best in class, en termes de CO2. La même chose pour les moteurs diesel. Alors, il s'appelle G4, D4. Alors ça, c'est toute une histoire parce que c'est un concept qu'on utilise chez Bosch depuis des années. Vous voyez, le G1 était un moteur des années 2000 qui faisait 180 grammes de CO2. Et aujourd'hui, avec des évolutions techniques, on est arrivé à une version G4. Et vous allez voir après, je vais vous parler de G5 et de G6 qui sont les évolutions à venir. Ensuite, on regarde dans un segment donné, on prend un best in class. Donc si je prends par exemple dans le segment subcompact, alors subcompact, on va mettre la Renault Clio, la 208. Dans le compact, on va mettre 308 Golf. Ensuite, dans les larges SUV, on peut mettre une Audi A6, une 508 et ainsi de suite, ou un gros SUV, une E-Class Mercedes. Donc l'objectif, c'est vraiment de dire, dans un segment, voilà, on a une référence. Et tout le travail après, c'est de dire, à partir de cette référence, quel est le potentiel d'évolution qu'on peut envisager en termes de briques technologiques. Donc voilà, donc ça c'est un peu plus dense et on va passer un peu plus de temps sur le sujet. Alors, vous voyez, côté gauche, toujours en beau bleu le diesel, vous avez une référence, la référence D4. Donc la référence D4, c'est un 4 cylindres, 1,6 litre turbo, qui aujourd'hui est un traitement des Euro 6 avec un système NSC pour traiter les NOx. Voilà, une référence donnée, type de véhicule qui existe aujourd'hui ou qui va exister prochainement dans la rue. Ce véhicule a une référence à 81 grammes de CO2, best in class. Par rapport à cette référence, on va mettre en avant quelles peuvent être les différentes briques pour arriver à une optimisation. Et nous, on montre un chemin technique qui nous permet d'arriver, par rapport à 81 grammes, encore à 18% d'optimisation pour arriver à des moteurs diesel qui seront à moins de 70 grammes de CO2. Et en termes de briques, quels sont les différents packages qu'on va mettre en avant? La première, on parle d'optimisation de combustion. Un exemple clair, c'est de dire d'un système 1600 bars, on va passer à un système 2000 bars pour du command rail. Deuxième brique qui est très importante, qui est dans la main effectivement des constructeurs, c'est réduction de l'ensemble des frictions du moteur. Donc ça, c'est un pas important, mais c'est un pas aussi lourd que tout constructeur ne pourra pas faire à chaque moteur. Mais effectivement, quand il y a une nouvelle génération de moteurs qui est lancée, ça demande des investissements importants dans toute la ligne de production pour gagner ces 4 à 5% de réduction de consommation liés principalement aux frictions. Prochaine brique, alors en anglais on appelle ça le dead throttling, donc c'est une optimisation en fait du flux d'air dans le moteur. L'objectif c'est en fait avoir des conduits où il y a de moins de résistance possible pour optimiser le remplissage et l'échappement, tout simplement. Et là aujourd'hui il y a des moteurs qui existent déjà sur le marché où on voit des systèmes d'échappement qui sont avec des courbes parfaites qui évitent effectivement ce bypass qui va effectivement permettre de perdre un petit peu en efficacité du moteur. Donc, rien qu'en mettant déjà ces 3 premières briques, on arrive à un premier moteur que nous, on peut référencer en D5, on arrive à 75 grammes de CO2.
Mais on ne va pas s'arrêter là. Et avec des technologies qui sont connues, on va pouvoir encore optimiser. Une prochaine qui existe aussi déjà dans la rue, hein, c'est du low pressure EGR, où on attend encore 2 à 3% de gain. Optimisation du turbo. Donc là, c'est travailler sur le roulement du turbo pour avoir, sur la matière du turbo, pour avoir effectivement encore des gains d'optimisation. Pareil, c'est des techniques qui existent, qui aujourd'hui vont coûter un peu plus, mais après, c'est toujours le bilan, quel est le coût par rapport aux bénéfices que je peux en avoir. Optimisation de tout ce qui est prochain, du cycle même d'utilisation du moteur. Donc j'ai parlé tout à l'heure de RDE qui va imposer au constructeur d'avoir un travail sur l'ensemble de la map du moteur. Donc clairement, avec cette fonctionnalité, on aura une optimisation de tout ce qui est système d'injection pour une consommation réduite. Et enfin, réduction de cylindres, le downsizing, donc quelque chose qu'on connaît beaucoup en essence. Hein, les derniers moteurs 3 cylindres PSA en font la preuve. Et qu'on peut aussi imaginer en diesel, qui pourrait apporter aussi un gain entre 3 et 4% de réduction de consommation CO2. Voilà. Donc en tout, une roadmap technique qui pour nous existe, que chaque constructeur peut implémenter. Alors, certains ont déjà fait certains pas, d'autres vont le faire. Mais en tout cas, une route qui, pour nous, est tracée, qui va nous permettre d'arriver à 70 grammes, voire moins, de CO2 dans un segment subcompact. Alors bien sûr, le diesel progressant, l'essence va progresser aussi. Et pour ne pas faire de jaloux, on parle aussi de 18% de potentiel en essence. Hein, comme ça, tous nos clients sont contents et tous les constructeurs seront contents. Ici, on parle d'une référence 99 grammes, donc un 3 cylindres, 1,2 litre, PFI, Euro 6, moteur standard, sur lequel on aura aussi un certain nombre de briques. Donc on retrouve la brique friction. On retrouve une nouvelle brique qui est optimisation, alors je l'ai en anglais, le Variable Valve Control, donc des soupapes contrôlées pour optimiser aussi l'échange dans la chambre de combustion. Une autre brique qui est passée à l'injection directe. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une technologie qui existe. Ensuite, elle va être utilisée de plus en plus aussi dans l'entrée de gamme dans le subcompact. Et après, on a mis un certain nombre d'options de différentes technologies qui ne sont pas tous forcément complémentaires. Je vais en nommer une qui effectivement travaille sur Automatic Manual Transmission, donc en fait sur le passage des rapports pour effectivement utiliser aussi son moteur dans un point de fonctionnement optimum et ainsi de suite, réduire le CO2. On a une optimisation, option 2, travail sur le turbo, travail sur le downsizing et travail aussi sur la levée variable de soupape. Et enfin, une dernière brique où on met un peu plus. Donc là, on ajoute aussi du Cooled EGR qui nous apporte encore un step de 9 à 10% dans une seule brique. Mais derrière, je veux dire, le coût technologique de cette brique-là est bien sûr plus important que d'autres. Donc en final, la conclusion, c'est qu'à partir d'une référence existante aujourd'hui à 99 grammes, nous sommes confiants que tout constructeur pourra, moyennant des investissements techniques connus, hein, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, arriver à un niveau inférieur à 85 grammes. Alors, vous avez vu beaucoup de chiffres, simulation, pourcentage. Donc là, je vais faire un petit crochet par une filiale de Bosch qui s'appelle ETAS. Et en fait, il y a 2 représentants dans la salle et ils ont un stand et je leur ai promis d'en parler. Donc en fait, pour faire tous ces calculs de simulation de pourcentage de gain de CO2, ben, tout n'est pas fait forcément, enfin rien n'est fait aujourd'hui avec vraiment des mesures physiques. Il y a énormément de travail de simulation. Et donc pour faire ces simulations, il faut des outils. Et ETAS, qui est aujourd'hui une filiale à 100% du groupe Bosch, commercialise en son propre nom à l'ensemble des équipementiers ce type d'outils. Et donc voilà, un des outils présentés ici s'appelle ASCMO. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à rencontrer mes collègues d'ETAS qui ont un stand aujourd'hui. Et voilà, comme ça, ils seront contents. Alors, j'ai parlé d'optimisation moteur.
Et ensuite, il y a aussi d'autres concepts qui peuvent exister qui sont plus révolutionnaires. Et là, je vais faire un teasing pour une présentation de Eric Lalliard cet après-midi. Donc, Hybridaire. Donc, Hybridaire, c'est une collaboration que nous avons maintenant depuis plus de 3 ans avec PSA, où nous essayons de travailler sur la base d'un système basé sur un stockage d'énergie par compression d'un gaz qui est en fait de l'azote, avec un fluide de l'huile, qui nous permet en finale d'avoir des gains de consommation sur un cycle de plus de 30%. Donc ça, par rapport aux 100 grammes de CO2 ou 99 tout à l'heure, 30%, je me retrouve dans les 70 grammes. 70 grammes, c'est inférieur aujourd'hui à des moteurs, enfin à des véhicules hybrides électriques qui sont aujourd'hui commercialisés. Donc c'est une brique très importante. Un autre gain, c'est, comme on a de la récupération facile, c'est complètement mécanique, dans un cycle complètement urbain ou dans un roulage urbain, on a mesuré des gains jusqu'à 45%. Et on peut imaginer dans une ville, si on fait que du stop and go, pendant plus de 80% du temps, le moteur thermique sera coupé et donc on aura consommation CO2 zéro. Donc c'est un système aujourd'hui qui est révolutionnaire. Vous aurez plus de détails cet après-midi. Le seul message que je vous demande, Émile, de retenir, c'est qu'on parle d'hybridation. Hybridation ne veut pas forcément dire électrique. Il y a d'autres systèmes d'hybridation, c'en est un, et celui-là, on espère que dans les semaines, mois à venir, on en saura un peu plus, mais vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de sujets de presse autour de ce sujet, donc on est impatient de voir l'aboutissement. Alors revenons ensuite au schéma classique, donc synthèse subcompact. Donc là, c'est une présentation CO2 et coût additionnel pour le constructeur. Donc à partir d'une version G4, je vous ai montré les différentes briques technologiques qui nous permettent effectivement de 100 grammes de CO2 de passer à ces 18% de gain, donc en dessous de 85 grammes, mais bien sûr avec une augmentation de coût. On a vu qu'on rajoutait effectivement dans certains cas des systèmes qui peuvent être assez lourds pour avoir des gains de CO2 effectivement importants. Côté diesel, un petit peu la même histoire, d'une référence aujourd'hui à 81 grammes, on voit des briques qui nous permettent de réduire, sauf qu'aujourd'hui, ces briques qu'on voit en diesel ne sont pas forcément des ajouts de hardware, de mécanique ou de pièces supplémentaires, c'est beaucoup plus de l'optimisation de l'existant. Ce qui fait qu'en termes de coût, alors il ne faut pas voir ça dans une même année, il faut voir ça aussi dans une évolution sur différentes années. C'est-à-dire qu'en termes de coût, nous, on ne pense pas que ces évolutions présentées en diesel vont avoir un impact important sur le prix des moteurs diesel. Sachant qu'un D4 répond déjà au numéro 6, et donc effectivement, ce passage de vaincre aujourd'hui les NOx est déjà intégré. Donc, une autre conclusion de cette synthèse, c'est que le delta entre moteur essence et moteur diesel va se réduire. Et ce qui, moi, en tant que dieseliste, me fait un peu plaisir, mais ce qui donne aussi du challenge pour l'ensemble des constructeurs. En final, ils vont être obligés d'offrir un peu de tous les produits. Mais voilà, c'est un message important. Alors, il y a deux autres bulles qui sont présentées là-dessus. Une bulle verte. La bulle verte qui parle du compressed natural gas. Ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup en France. On en parle beaucoup plus, effectivement, en Italie. On en parle un peu plus aussi en Allemagne. On sait que c'est une solution qui existe, qui peut permettre effectivement des gains significatifs en CO2. Mais aujourd'hui, notre conclusion, c'est que vraiment l'acceptation de cette technologie pour le marché est très limite. Donc aujourd'hui, nous, on l'a. Ça va dépendre des marchés. S'il y a des incitations, ça peut se développer. Mais on n'est pas complètement convaincu. Et la dernière brique présentée, la brique bleu clair, c'est hybridaire. Donc hybridaire en CO2, il est encore un peu plus bas. Alors, il est présenté là aussi un peu plus cher, mais il est plus cher qu'un moteur diesel D6, tout simplement parce qu'il y a aussi l'ajout d'une transmission. Un moteur D6, c'est une boîte manuelle. Dans hybridaire, j'aurai aussi des fonctionnalités supplémentaires avec une boîte automatique, ce qui fait qu'en termes de, si vous prenez le D6, vous rajoutez une boîte automatique, vous arrivez dans des niveaux de prix qui sont aujourd'hui en termes de véhicules à peu près identiques. Voilà. Donc, énormément de challenges devant nous et réduction du gap essence-diesel. On va quitter effectivement
le subcompact segment pour se rendre dans le compact segment. Alors le compact segment en Europe, 308 Golf, ça représente 50% du marché. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'importance pour l'ensemble des constructeurs, c'est celui-là qui a la plus grande importance pour réduire de manière significative la valeur moyenne de CO2. Côté diesel, référence D4. Donc là, vous voyez 1,6 litre, 4 cylindres, toujours avec un turbo NSC Euro 6 à 103 grammes. De ces 103 grammes, on estime encore un potentiel de 12 à 15%. Donc vous retrouvez les mêmes briques que présentées précédemment. Donc effectivement, optimisation de combustion, low pressure EGR, friction du moteur, l'optimisation des flux, turbo. Et le dernier, c'est effectivement aussi le même. C'est, voilà, on peut imaginer aussi, pareil, un extrême downsizing. Pareil, on passe de 4 cylindres à 3 cylindres. En fait, c'est les mêmes briques techniques qui nous permettront aussi de gagner en absolu 13 grammes, donc 12 à 15%. Moteur essence. Là, on partirait d'une version G4 qui est déjà en injection directe, qui nous permet, enfin aujourd'hui référencé à 115 grammes de CO2, turbo Euro 6, sur lequel, pareil, les mêmes briques, donc l'optimisation des frottements, le variable valve transmission. Alors, hop, que je retrouve un truc. J'arrive pas à le lire. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a ça. Extended recuperation of. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres briques. L'extreme downsizing, on en a reparlé aussi. On peut casser de 4 à 3 cylindres. Les travail au niveau des levées de soupape. Travail, effectivement, comme c'est un moteur à injection directe, au niveau de lean burn, donc en fait de la chambre de combustion et de principe de combustion moteur essence. Et enfin, la dernière brique, qui est le CDA. Là, c'est pareil. C'est effectivement la désactivation de cylindre, où en roulage, dans certaines fonctions, on passe de 4 à 3 cylindres, voire éventuellement à 2 cylindres. Pareil, si le cylindre ne fonctionne pas, il n'y aura pas de consommation de CO2, donc une optimisation de CO2. Donc, conclusion, moteur essence, moteur diesel, dans le segment effectivement compact, on prévoit encore une optimisation de 12 à 15% pour amener ces moteurs-là à 90 grammes, voire 100 grammes de CO2. Alors, 100 grammes de CO2, on n'est pas encore au 95. Hein, comme je vous ai dit que ce segment-là représente effectivement la moitié du marché. Si on veut aller encore un peu plus bas, ben, il faut rajouter des fonctionnalités. Alors, une des fonctionnalités que je vais vous présenter juste après, qui est, on appelle ça le Boost Recuperation System, donc c'est une sorte d'hybridation, une première hybridation des moteurs, qui nous permet d'avoir en fait encore des gains supplémentaires. Alors, qu'est-ce que la Boost Recuperation System? Donc, on appelle ça aussi éco-hybride. C'est une technologie qui a différents noms en fonction des constructeurs. Mais le principe, c'est d'avoir une machine électrique qui aujourd'hui va délivrer jusqu'à 10 kW, qui fonctionne en 48 volts, qui aujourd'hui est sur le système de la courroie, de la transmission, enfin de la courroie classique de tous les accessoires. Donc en fait, en lieu et place d'un alternateur. Ce produit-là va effectivement permettre aussi de fournir de l'énergie au véhicule, comme un alternateur, et qui va permettre d'avoir une utilisation ou une électrification éventuellement d'autres fonctionnalités aujourd'hui dans le véhicule. Je pense par exemple à une direction, je pense à une climatisation, qui sont des accessoires qui consomment beaucoup, qui pourraient éventuellement passer en 48 volts. On a, de par cette réserve de puissance, aussi la fonctionnalité d'avoir une sorte de boost function, donc ce qui nous permet, dans certains modes de fonctionnement, dépassement de véhicules, je sais pas, sortie de garage dans une pente, utiliser ce boost pour effectivement mouvoir le véhicule un peu plus rapidement pendant un certain temps. Alors, les gains associés à ce véhicule,
on a mesuré dans un cycle NEDC 7% de gain de consommation. Donc 7% par rapport aux références que je vous avais données tout à l'heure. Donc pour un moteur essence qui est descendu à 100, ça nous permettrait d'arriver en dessous de 95 grammes. On a aussi, avec une machine qui est plus puissante, un démarrage beaucoup plus confortable. Et notamment pour les moteurs diesel, qui sont un peu plus gros, avec un démarrage de ce type, avec ce type de machine, le confort sera vraiment là. Donc dans les fonctionnalités start-stop, on aura un confort amélioré. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est marqué, effectivement, on réduit aussi le temps de démarrage et le bruit associé au démarrage, compte tenu de la technologie de démarrage utilisée. Pour nous, aujourd'hui, c'est un système qui est d'une implantation, à dire, pas trop compliquée, parce qu'on peut s'associer avec des moteurs existants, et donc ce qui en fait une technologie qui a un ratio coût-bénéfice qui est effectivement très intéressant. Voilà. Donc conclusion, BRS, éco-hybride, qui peut nous permettre, par rapport à des moteurs déjà bien optimisés, de gagner encore quelques grammes de CO2. Donc en conclusion, par rapport à cette première brique technologique, donc on voit là-dessus que si je prends dans le subcompact mes références G4 avec une version G5, je peux déjà atteindre les 82 grammes de CO2 dans ce segment-là dont j'aurai besoin en 2020. En moteur diesel, avec D5, D6, je vais pouvoir être encore nettement en dessous, ce qui aura un avantage d'avoir ce type de véhicule pour le constructeur quand il parlera d'un faire de calcul de flotte. Dans le segment compact, avec simplement G5 seul, on n'arrivera pas à l'objectif. Donc on pourrait imaginer de rajouter une fonction éco-hybride avec un BRS. Et ensuite, si la fonction est disponible, je vais dire, sur un véhicule donné en termes d'offre client dans l'essence, ça nous semble aussi tout à fait logique que le constructeur puisse la proposer aussi en termes de diesel, parce qu'il y a des accessoires, enfin des fonctionnalités supplémentaires en termes de confort, en termes de fonction boost. Ensuite, dans les larges SUV, donc là, je n'ai pas fait le détail des briques, mais en fait, la logique est un petit peu la même. La conclusion, c'est qu'effectivement, pour ce segment-là, simplement avec des évolutions techniques, on n'y arrivera pas. Et donc ici, une électrification supplémentaire sera effectivement nécessaire pour ces électrification ou hybridation, pardon, supplémentaire sera nécessaire pour atteindre les objectifs de CO2. Alors, en termes d'hybridation supplémentaire, je vais vous présenter deux produits qui sont connus. Le premier, c'est les Strong Hybrids, c'est HEF. Donc là, le principe, c'est de rajouter une combinaison d'un moteur thermique existant avec une machine électrique. Machine électrique, aujourd'hui, qu'on peut définir, là, on parle d'un 20 kW. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend effectivement après du véhicule et de l'objectif du produit. On aura, pour que ce système, effectivement, fonctionne bien, et ça, c'est le sujet clé de ce type d'hybridation, c'est le stockage d'énergie. Donc, il faudra une batterie, et cette batterie va complètement dimensionner la capacité du véhicule à faire du zéro emission vehicle, le e-drive. Donc, effectivement, avec une batterie faible, on peut avoir des strong hybrids avec des batteries très faibles, on n'a quasiment pas de e-drive. On peut avoir des concepts, et on en voit quelques-uns qui arrivent aujourd'hui, avec une batterie plus grosse et qui nous permet d'avoir un e-drive plus important. En termes de bénéfices en finale, on voit qu'avec ce type de système-là, on peut atteindre jusqu'à 15% d'optimisation de CO2 sur un cycle NEDC. Dans des cycles, effectivement, qui sont beaucoup plus urbains, on aura des gains, compte tenu aussi encore de la taille de la batterie, qui pourraient être beaucoup plus importants. En complément de ça, il y a aussi une image qui est véhiculée avec ce type de produit, et c'est green. Et aujourd'hui, on a des constructeurs qui sont sur le marché, qui se sont lancés dans ce type de technologie il y a beaucoup d'années, où je suis convaincu que leur objectif principal à l'époque, ce n'était pas du CO2, mais c'était de développer dans le marché une nouvelle offre pour gagner de nouveaux clients. Et aujourd'hui, ce constructeur est en place et il défend effectivement sa part de marché à juste titre. Et il développe cette image de green, de technologie qui est bien
Et donc ce mot hybride, quelque part, fait rêver le client final. Ouais. Conclusion, Strong Hybrids, technologie qui va offrir un gain important de CO2 pour que effectivement les véhicules de segments plus importants puissent atteindre ou puissent s'approcher un petit peu des objectifs de CO2 de ce segment-là. Une deuxième solution, et il y a des véhicules aussi qui existent déjà, il y a certains constructeurs du nord de l'Europe notamment qui font des essais là-dessus en termes de marché, le plug-in. Donc le plug-in, c'est pareil, c'est un mot, c'est un concept qui fait un petit peu rêver, c'est de dire, je vais, les technologies un petit peu utilisées sont les mêmes que ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais on va rajouter en fait un système de recharge avec une prise électrique. Donc on pourra allier un système, que ce soit moteur diesel, moteur essence, peu importe, mais on va vraiment combiner un véhicule qui va vous permettre de faire des longues distances, partir au ski, par exemple, et qui en même temps, le gros 4x4 qui va partir au ski, en même temps, on aura la solution d'être complètement clean dans un roulage en ville. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait rêver. Le prix n'est pas négligeable, vous allez le voir après, mais on a, et les constructeurs qui développent cette technologie, ils ont trouvé aussi des clients qui sont prêts à mettre ces milliers d'euros en plus pour avoir ce type de produit, parce que derrière, c'est aussi une nouvelle façon de faire rêver, d'arriver, waouh, j'ai bien un gros véhicule, mais il est quand même complètement clean. Avec ça, en parallèle, on va développer aussi, ce qui aujourd'hui, il y a encore un marché à développer, c'est la conscience du e-driving. Donc aujourd'hui, l'offre des véhicules électriques existe, elle se développe petit à petit, et je pense que c'est bien aussi en termes de CO2, mais il y a encore une barrière émotionnelle à franchir, et ce type de produit-là peut le permettre, parce qu'il va offrir au client d'avoir à la fois un véhicule qui peut être e-driving downtown, donc il va se dire tiens super, sans avoir toujours cette crainte de dire est-ce que je vais pouvoir sur un coup de tête me dire tiens je vais aller manger un plateau de fruits de mer à Dieppe et voilà. Là il pourra dire j'ai pas de problème, je vais pouvoir répondre à mes coups de tête. Voilà. Alors, conclusion, si je regarde effectivement l'image complète, en rajoutant ces strong hybrids, ces plug-in hybrids, effectivement, dans les segments des large vehicles et des SUVs, on arrivera à atteindre sans problème, effectivement, les objectifs de CO2 qui sont fixés pour 2020. Après, pour chaque constructeur, à lui de voir, effectivement, en fonction de sa flotte, en fonction de son besoin, quelles différentes briques technologiques il va mettre dans ses véhicules pour atteindre ses objectifs. Autre message que je n'ai pas dit, mais en moteur essence, en rajoutant que du Strong F, on va gagner 15%. Les 15% ne permettront pas encore pour des gros véhicules essence d'atteindre l'objectif 2020 de CO2. Donc là, on se dit qu'effectivement, une hybridation supplémentaire, un plug-in, aura tout à fait sa place. Présentation, toujours le même document, CO2, coût additionnel d'intégration, composant plus intégration chez le constructeur. Donc sous tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, en fait, que ce soit essence, moteur diesel clair, on en a déjà parlé. Donc on voit effectivement en termes de HEF, que ce soit moteur essence, moteur diesel, des gains CO2 très importants, les 15% dont j'ai parlé. Et en termes de plug-in, donc là, on voit des gains CO2 qui peuvent être encore beaucoup plus importants, de 60-70%, mais qui nous amènent aussi à un terme de coût dans une autre échelle. Donc on n'aura pas tout de suite, j'allais dire, un véhicule compact dans le range 15 000, 18 000 euros avec du plug-in sur le marché européen. Ça va prendre donc un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, technologiquement, l'offre existe, elle se développe. À mon sens, elle est attractive. Et il va falloir que ça se développe et ensuite on verra un petit peu comment ça va pouvoir être intégré dans d'autres véhicules.
J'en arrive déjà à ma conclusion et après on pourra, j'espère, avoir quelques questions sur le sujet. Alors notre vision, vraiment Bosch équipementier, hein, je veux dire, on n'est pas là pour donner des leçons de marketing, de concept à nos constructeurs, c'est bien souvent le contraire. Mais notre analyse complètement technique, c'est que dans le segment des subcompacts, aujourd'hui, avec des évolutions techniques classiques, conventionnelles, on est convaincu que l'objectif de 2000 grammes pourrait être atteint et qu'une hybridation ne sera pas nécessaire pour atteindre ces objectifs. Dans le segment compact, aujourd'hui, pour les moteurs diesel, oui, on aura des solutions techniques qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre les objectifs 2020. Pour les moteurs essence, compte tenu que l'objectif doit être atteint en termes de flotte, il est bien aussi d'avoir des produits qui soient en moyenne, enfin qui soient en dessous de la moyenne de ce segment-là. Et que donc, un éco-hybride, une légère hybridation pourrait être bienvenue pour permettre aux constructeurs d'atteindre les objectifs de moyenne CO2. Ensuite, pour les véhicules plus larges, donc là, clairement, la route et le challenge est plus important pour atteindre les objectifs CO2. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu débat aussi de repousser un petit peu cette limite et que ce débat était bien mené aussi par l'industrie allemande. C'est que le challenge est beaucoup plus important. Les solutions techniques existent, mais compte tenu de leur coût, il va falloir peut-être un petit peu plus de temps pour les voir à grande échelle sur les véhicules. Je reparle encore du CNG. Donc là, la solution technique existe. S'il y a des incitations, s'il y a certains pays qui peuvent pousser cette technologie, elle peut se développer. Ensuite, il faut qu'on développe effectivement aussi l'acceptation du client final. Et enfin, je garde hybridaire pour la fin. Donc hybridaire, pour moi, c'est, je veux dire, en parallèle de toutes ces discussions d'optimisation classique CO2 technologie, hybridaire, c'est une autre solution qui n'est pas dans ce schéma classique d'optimisation step by step. Mais en fait, ça offre un nouveau produit technologique qui va offrir effectivement de nouvelles fonctionnalités associées à une boîte automatique. Et donc derrière, c'est un petit peu un chemin parallèle qui est plus audacieux, mais qui en termes de vente, effectivement, sur le marché en final, pour le client final, peut éventuellement s'avérer plus gagnante que des évolutions conventionnelles. Voilà, j'en arrive à la fin. Merci pour votre attention. Et comme il est 41 et que le prochain est à 11 h, nous avons 20 minutes pour des questions et réponses. Et voilà. Thank you. Bon, vous avez chez Bosch beaucoup de projets à faire. Est-ce que vous avez dû changer votre business plan en alloquant, en donnant les ressources pour la recherche dans les différentes zones? Donc, est-ce que vous avez privilégié un ou autre des projets possibles avec l'argent de l'avenir? Alors, c'est une très très bonne question, merci. On aimerait optimiser, sauf qu'aujourd'hui, et vous l'avez vu dans les solutions technologiques présentées, il n'y a pas une solution technique. Il y en a de nombreuses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, même sur le marché en termes de véhicules, il y a différentes offres. Et je pense que nos clients ne comprendraient pas que Bosch, leader dans l'essence, leader dans le diesel, ne puisse pas, à chaque demande, trouver une offre. Donc aujourd'hui, nous, on travaille quasiment sur l'ensemble des technologies présentées, on travaille. On a bien sûr un fort accent sur le futur, sur tout ce qui est électrification, sur tout ce qui est batterie. Je pense que ça, ce n'est pas un secret pour personne, parce qu'après, c'est question of time. Voilà, donc forcément, on investit là-dessus. Mais sur le moteur, effectivement, thermique conventionnel, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas les quelques moteurs électriques qu'on peut vendre sur des véhicules électriques ou hybrides qui nous fait vivre. C'est
Ouais, c'est les 7 millions de systèmes Common Rail qu'on fait encore maintenant, qui permet au groupe Bosch d'avoir effectivement des sous pour investir dans les technologies du futur. Mais clairement, aujourd'hui, on essaye de tout couvrir. Si on arrive à pousser l'une ou l'autre technologie et même à amener certains constructeurs à penser un petit peu la même voie, c'est tout bénéfice. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas encore la solution optimisée, on n'y est pas encore. Mais je pense qu'il y aura une rationalisation dans les années à venir. Bonjour, merci pour votre présentation. Au niveau des pressions dans les moteurs, principalement tout le système Common Rail, vous expliquez qu'on pouvait passer de 1600 bars à 2000 bars pour avoir un gain, si j'ai bien compris, d'1 à 2%. Est-ce que Bosch considère qu'il y a une limite, que par exemple 2000 bars c'est l'optimum, qui a pas vraiment d'intérêt de monter à des pressions supérieures pour ces applications-là, ou est-ce que le gain de toute façon est à la virgule et que c'est plus vraiment très intéressant? Alors, non, on ne s'arrête pas là. Hein. Aujourd'hui, le 2200 bars est dans la rue, le 2500 bars va venir et on travaille sur le 3000 bars. Parce qu'on a la chance aussi, en complément du CO2, d'avoir des clients qui sont intéressés par le power. C'est celui qui, sur l'autoroute allemande, va pouvoir faire le 280 alors que son collègue est bloqué à 240. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment une compétition énorme sur le marché allemand de recherche de la puissance. Et en fait, c'est ça qui nous drive, nous, en termes de concept Common Rail, pour arriver à des puissances supplémentaires. Donc on ne s'arrêtera pas là. Ensuite, est-ce qu'on va aller au-dessus de 3000 bars? J'en sais rien. Je pense que quand il y a un peu plus de 15 ans, on a lancé une Common Rail, je ne pense pas qu'on avait déjà imaginé à l'époque de monter à 2000 bars en série avec, sur une Golf avec des volumes aussi importants. Je ne pense pas. Donc on verra. On en reparlera dans 5 ans. Oui, merci pour votre panorama. Vous avez évoqué moins 7% de consommation avec le système Boost. C'est sur cycle NMVEG. Oui. Quelle est votre projection sur les nouveaux cycles WLTP? C'est une... Ouais, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais le WLTP étant plus chargé, c'est pas une technologie qu'on pense qui va être pénalisée, au contraire qui va éventuellement légèrement gagner. Contrairement à un start-stop conventionnel, qui, à mon sens, où le gain va être réduit. Donc on pense que c'est plutôt une technologie qui est du bon côté par rapport au gain-bénéfice et l'arrivée du WLTP. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres encore à vous donner. Et même quand on pose la question à nos constructeurs, c'est un sujet, on a rarement des réponses encore. Il y a une question au premier rang. Merci. Oui, merci pour votre exposé, c'est très très bien. Sujet de l'hybridaire, est-ce que c'est une initiative Bosch ou une initiative constructeur? Et dire des deux. Ah bon. C'est des deux. C'est ça, c'est comme l'histoire des grandes inventions dans le monde qui de temps en temps sont inventées en même temps dans deux endroits différents. On avait, nous aussi, de notre côté, une sorte de projet d'innovation qui n'est pas tout à fait sur le même concept, en termes pas tout à fait sur les mêmes objectifs de véhicule, mais qui utilisait ce même concept de stockage d'énergie en compressement en gaz et avec l'hydraulique derrière. Pourquoi? C'est parce que ce type de technologie, elle existe déjà aujourd'hui dans d'autres secteurs industriels, dans les bus par exemple, ou dans des camions. Et donc, en interne Bosch, comme on fait déjà ce type de machines, de pompes hydrauliques, de par notre filiale Rexroth dans le monde de l'industrie, on avait déjà les compétences. Après, bien sûr, hein, on échange avec nos constructeurs et c'est là où derrière on s'est dit, tiens, on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et PSA avait travaillé bien sûr aussi de son côté. Le gros challenge, et Eric Lalliard va le présenter cet après-midi, c'était d'intégrer ce concept-là dans une C3 ou dans une 208. Voilà.
parce qu'il y aura probablement une présentation à Genève. Mais ce système-là, est-ce qu'il est aussi éventuellement pluginable, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut stocker de l'énergie dans son garage? Vous avez les compresseurs pour ça? On pourrait imaginer. Après, je veux dire, pour recharger, hein, il faut rajouter une nouvelle source d'énergie. Et on pourrait rajouter une autre source d'énergie de type électrique. On pourrait imaginer quelque chose. Oui, c'est possible. C'est possible. Ensuite, toujours pareil, gain-coût ratio. Voilà. Est-ce que ça a du sens ou pas? Et après, la technologie se veut aussi aujourd'hui être robuste et simple. Je veux dire, avant de la compliquer, il faut déjà qu'on maîtrise le premier step. Mais bien sûr, on a des idées pour aller un peu plus loin. Oui, bonjour et merci. Je suis plutôt dans la partie développement matériaux, compartiment moteur. On a parlé de l'évolution des pressions. Est-ce que les évolutions dont vous parlez impliquent, comme on l'a pu le voir aussi, une thermique du compartiment moteur qui continuera à augmenter? Un environnement thermique en général, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait répondre à la question dans la salle? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre, désolé. Mais par contre, il y aura un expert de Delphi cet après-midi et il aura le même problème, vous pourrez reposer la question. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que c'est la vision de Bosch France que vous nous avez présentée ou c'est la vision de Bosch Monde? Parce que c'est quand même assez teinté diesel et très très hexagonal. C'est pas du tout la vision Bosch France. C'est effectivement aujourd'hui... je veux dire, aujourd'hui, on présente l'ensemble des technologies. C'est une vision qui est Europe. Ça, c'est clair. Il y a une chose qui est évidente aussi, c'est que pour atteindre en Europe les 95 grammes de CO2, ça ne se fera pas sans un taux de diesel important. Autant aujourd'hui, on a un débat en France qui va nous amener à une réduction du taux de diesel. On était à 73, on va passer à 68, baisser peut-être encore. Mais on a dans d'autres pays, effectivement, le diesel est en progression. Et avoir un mixte européen avec un taux de diesel à 50%, à l'horizon 2020, pour nous, ça nous semble tout à fait normal. Et donc, en finale, compte tenu qu'on aura 50%, compte tenu qu'il y aura aussi toujours tous ces véhicules qui sont des véhicules de flotte, où l'objectif CO2 est encore un peu plus important, où il y a des incitations pour avoir des CO2, on aura aujourd'hui, de par la fiscalité en France et même dans d'autres pays, un gain toujours à avoir des CO2 bas, et donc un gain pour le diesel. Donc non, ce n'est pas du tout la vision Bosch France, c'est la vision Bosch Monde. Bonjour. En ce qui concerne l'optimisation de la combustion et les technologies d'injecteurs, je voulais savoir si vous dirigez vers le perçage injecteur laser, ou si vous y êtes déjà pour le diesel. Alors, on a déposé récemment un brevet en Allemagne. On a eu un prix, effectivement, de nouvelles... Alors, je ne sais pas avec qui, je me souviens du prix. Effectivement, avec une nouvelle technologie de perçage laser qui est assez impressionnante. Aujourd'hui, dans la fabrication de nos buses et des trous qu'on a aujourd'hui dans nos buses en diesel, on utilise ensemble la technologie d'érosion. Voilà. Est-ce que, en finale, on arrivera au laser? Je ne sais pas vous répondre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'information de plan qu'on va passer sur le laser pour faire l'érosion. Au niveau essence, vous êtes déjà au laser ou érosion? Pour moi, c'est érosion pareil. Merci. Nous sommes ici
Motors Normandie avec les innovateurs dans la salle derrière. Est-ce que vous attendez les nouveaux sous-traitants, les nouveaux fournisseurs pour vous, pour les projets dans l'avenir, la réduction de friction, les hybridaires, les éco-hybrides et tout ça? Est-ce qu'il y a l'espace dans l'industrie automobile pour les nouveaux arrivés? Je veux dire, oui, il y a de l'espace. Bien sûr qu'il y a de l'espace. Et Amit, à votre question tout à l'heure, est-ce que Bosch fait tout? Oui, on regarde un peu tout. Je pense qu'il y a ce qui a changé aussi dans notre perception de traiter les domaines, c'est de dire dans quelle profondeur on va le faire. Et s'il y a des domaines techniques où aujourd'hui on n'a pas forcément les compétences, on va s'associer avec un partenaire qui a les compétences. Dire notre avantage, c'est que grâce à notre renommée, il nous sera plus facile pour nous d'ouvrir les portes vers le constructeur, qui est effectivement un sous-traitant. Et donc, c'est vraiment un win-win. Donc aujourd'hui, oui, il y a de la place. Et oui, dans Hybridaire, il y a des nouveaux concepts, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouveaux process de fabrication utilisés. Et oui. Après, je veux dire, le groupe Bosch, en termes de politique d'achat, la politique d'achat, depuis de nombreuses années, elle est complètement mondiale. Il y a dans certains domaines des experts qui sont en France, mondialement connus. Il y a d'autres composants. Je pense que s'il faut, je prends l'exemple des aimants, tout le monde va les chercher en Chine. Donc après, ça dépend effectivement du produit. Mais si la technologie française existe, elle sera tout à fait utilisée et reconnue, pas de problème.